Comment choisir ton pays d'expatriation en 3 étapes simples, duplicables et adaptables à tous les profils d'entrepreneurs? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Strategist, dans laquelle on va parler expatriation et stratégie d'expatriation. Avant de commencer, les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne, à lâcher un like pour le référencement et à partager le contenu sur tes réseaux si tu trouves que cela t'a aidé. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram. Nous sommes plus de 3500 membres dessus pour du contenu exclusif que tu trouveras que sur Telegram. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour poser tes questions, échanger avec la communauté, partager ton expérience ou rejoindre un programme qui est entièrement offert, notamment Expat Strategic Pro. Tous les liens se trouvent dans la description sous la vidéo. En guise d'introduction, aujourd'hui, lorsqu'on souhaite s'expatrier, la détermination de son pays d'expatriation est faite quasiment uniquement à partir du contenu Internet, du contenu d'influenceurs qui partagent une expérience et non une expertise. J'avais déjà expliqué cela, notamment sur une fiscaloscopie avec un exemple concret bancaire où un entrepreneur disait que c'était la meilleure banque et quand tu demandais à une personne qui vivait sur place, il disait que c'était la pire. Donc, les gens partagent souvent une expérience qui n'est pas souvent la meilleure. L'idée de cette vidéo est donc de donner un plan de route simple en 3 étapes pour que tu puisses le mettre en place toi-même facilement par rapport à ton profil, par rapport à ton activité. Et je rajouterai également des études de cas dans Expat Strategic Pro qui est entièrement offert pour aider à comparer et voir comment on remplit les cases. L'idée de cette vidéo, elle est venue après un commentaire sur le Discord et un retour d'expérience d'un membre de la communauté Borderless. Donc, le retour d'expérience, j'ai envie de le remercier pour sa transparence. Expat depuis 3 ans en Asie, Thaïlande principalement, mais je ne me suis pas assez impliqué personnellement dans la connaissance de ce que je faisais. J'ai écouté tous les mauvais conseils de nos amis entrepreneurs français, les infopreneurs, partis avec une LLC, visa bancal en Thaïlande, et on connaît la suite. Donc, c'est très important de ne pas forcément faire comme les autres. En faisant comme les autres, tu auras le même résultat que les autres. Et je veux remercier également Max pour son commentaire. J'ai l'énorme regret de ne pas être passé par des services Hugo plus tôt. J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros parce que j'ai voulu économiser mes 500 balles. Considère pas ça comme une dépense, considère-le comme un investissement pour ton business. 100% de mes erreurs auraient pu être évitées facilement. Merci de me donner l'esprit tranquille à nouveau. Donc un grand merci pour ce retour d'expérience. La première étape pour déterminer ton pays d'expatriation va être de déterminer ton camp de base. Ce que j'appelle, en d'autres termes, notamment dans Expat Strategic Pro, si tu es déçu, le centre opérationnel. Pour déterminer ce centre opérationnel, il faut savoir que lorsque tu vas choisir de t'expatrier, tu vas devoir déterminer un nouveau pays dans lequel t'établir et donc devenir résident fiscal de ce pays pour bénéficier de la fiscalité de ce pays. Tant que tu n'es pas expatrié dans un autre pays, tu restes résident dans ton pays, que ce soit la France, que ce soit la Belgique. Même si tu es perpetual traveler, tu dois avoir un camp de base. Et c'est très important à le préciser parce que beaucoup de gens se disent je ne reviens pas en France, donc je ne suis pas résident fiscal français. Non, tu es sur le principe des absences sporadiques qui sont comptées comme des jours de présence, même si tu n'es pas sur le pays. Et tu as plein de pays comme ça qui comptent les absences à l'extérieur. Ils appellent ça des absences sporadiques, c'est le terme, pour calculer des jours de présence dans le territoire. Les éléments qui vont permettre de déterminer ce centre opérationnel, ils sont multiples. D'abord, ça va être ton activité et ton ambition. C'est le plus important. Quelle est l'activité que tu fais et quelle est ton ambition? Tout le monde n'a pas la même activité, tout le monde n'a pas la même ambition. Ensuite, il va falloir regarder l'environnement économique local puisque ça va être ton centre opérationnel, donc où tu vas avoir ta société, où tu vas avoir des parties prenantes de ton business, où tu vas avoir les professionnels et visiblement les banques de ton business. Également la qualité de vie sur place, puisque tu vas devoir y passer du temps, même si tu vas pouvoir garder une mobilité en choisissant bien ton pays. Et en dernière position, les impôts, mais ceci dans une image d'ensemble. On va prendre un exemple concret de personnes qui suivaient du contenu sur Internet et qui ont une mauvaise surprise quand ils se sont installés dans un pays parce qu'ils croyaient être à zéro. Pourquoi ton activité elle a un impact? Même si nous pouvons travailler de n'importe où, nous ne pouvons pas le faire structurer n'importe comment et depuis n'importe où. C'est une phrase que j'ai souvent utilisée et je vais prendre un exemple concret. Demain, si tu es freelanceur, si tu travailles avec des sociétés en full remote, ces dernières ne vont pas accepter de faire des virements à des sociétés type LLC au Delaware et vont généralement demander une responsabilité civile professionnelle
chose qui sera difficile d'avoir sur une LLC non résidente. Si tu es freelanceur et que tu fais du closing pour un entrepreneur, tu ne vas pas avoir ce genre de problème en sachant que peut-être l'entrepreneur en question te payera depuis une LLC au Delaware. Mais il faut prendre en compte ton activité. Si tu fais du business Amazon FBA et que tu fais du business en Europe, ils ne vont pas accepter les LLC américaines sans substance. Amazon te bloquera le compte. Et si tu utilises des sociétés au Royaume-Uni en tant que non-résident, c'est-à-dire que le directeur et l'actionnaire n'est pas résident, tu n'auras pas accès facilement à de vrais comptes bancaires. Et je pense que beaucoup de personnes ont créé des sociétés en Angleterre, mais combien ont des comptes bancaires autres? Je ne considère pas que Wise est un compte bancaire pour leur société, que ce soit leur Limited ou les LLP au UK. Et si tu te fais pas virer de Wise ou Revolut, regarde la vidéo qu'on a fait la semaine dernière, je te la mettrai en haut à droite. Donc oui, quoi qu'on dise, ton activité a une incidence sur ton lieu d'implantation et sur ton lieu de résidence fiscale. Si tu es au UK avec une résidence au UK, tu pourras ouvrir tous les comptes que tu veux. En étant non résident, tu vas te contenter sans stratégie uniquement des institutions de monnaie électronique ou Electronic Money Institution, c'est en anglais EMI. Donc, tu ne vas pas avoir énormément de choix. C'est très important de considérer son expatriation au travers du prisme de son activité. Donc oui, ton activité va impliquer d'avoir un environnement économique dans le pays favorable au développement de ton activité, d'avoir les infrastructures pour le développement de ton activité. Si demain, tu veux par exemple ouvrir, je prends toujours l'exemple extrême, mais si tu veux ouvrir un restaurant spécialisé dans la côte de porc, ben, tu ne vas pas le faire dans un pays musulman. Ben, c'est exactement pareil avec d'autres activités. La vie sur place va également avoir une incidence. Certains pays ne vont pas t'obliger d'y passer 183 jours, mais cela ne veut pas dire que tu vas devoir y passer qu'une seule journée. Il y a une différence entre obtenir et opposer une résidence fiscale, même si l'opportunisme fiscal du pays en question va te faire sentir en sécurité et au premier contrôle, tout va tomber. Et au final, te coûte beaucoup plus cher. Et c'est ce qui arrive généralement quelques années plus tard. Le commentaire mis en avant dans l'introduction, c'était ce cas. Donc, il va te falloir un pays où tu vas pouvoir y passer du temps et donc avoir un cadre de vie agréable sur place et propice au travail, avoir du plaisir à y venir, même si ce n'est pas le pays de tes rêves, mais d'avoir un plaisir à y venir et d'avoir des avantages, avoir une communauté d'entrepreneurs pour pas non plus te retrouver tout seul, avoir un cadre sécuritaire, c'est-à-dire quand tu es là-bas, ben, tu n'as pas envie de te faire braquer tous les soirs, et être une destination où tu aimes aller quand tu n'aimes pas aller ailleurs. Prenons un exemple sur un pays que j'ai souvent critiqué, qui est l'Estonie. Si tu prends l'exemple de l'Estonie en été versus Dubaï en été, personne n'est à Dubaï en été, et l'Estonie, c'est très agréable en été. L'Estonie en hiver, c'est infernal. Dubaï en hiver, c'est parfait. C'est exactement pareil. Donc, quelquefois, tu peux te positionner sur un cadre de pays par rapport à la période de temps que tu vas aimer passer et par rapport à la structure que tu vas avoir dans le déplacement dans les pays dans lesquels tu vas te rendre. Également, il va falloir que tu raisonnes en NTIP, en Net in the Pocket, c'est-à-dire combien il va te rester d'argent, quelle est la charge fiscale globale lorsque tu vas te rémunérer. Nous allons ici parler de fiscalité dans cette partie. Tu dois regarder la fiscalité globale, c'est-à-dire au niveau de ta société et au niveau personnel, en prenant en compte ce dont personne ne parle, notamment les charges sociales. Prenons un exemple concret, et si tu l'as expérimenté, n'hésite pas à me le dire. L'Estonie, en 2020, était vendue comme un pays à 0% d'impôts. Donc, toutes les personnes qui partaient là-bas pensaient ne payer 0% d'impôts et pouvaient décider de partir là-bas à partir d'un niveau de revenu qui était relativement faible. Quand les entrepreneurs arrivaient là-bas, ils se sont retrouvés à être plus imposés qu'en France, car on est de suite taxé à 20%. En France, rappelez-vous, vous êtes taxé, c'est par palier et vous n'êtes pas taxé à 45% sur l'ensemble de vos revenus. Vous allez être taxé à 45% sur les revenus dépassant les 160 000 euros. Là-bas, ce n'est pas progressif, donc tu payes directement 20%. Les charges sociales, elles étaient à 35-36%, ce qui veut dire que concrètement, avec un raisonnement net in the pocket, on se rendait compte qu'on était moins taxé en France jusqu'à près de 60 000 euros de rémunération en SARL par rapport à l'Estonie. Ce qui concernait, dans certains cas, beaucoup de personnes qui s'expatriaient.
en pensant qu'ils allaient faire une optimisation fiscale, en fait, ils faisaient une aggravation fiscale parce qu'ils ne voyaient qu'une image qui était partagée sur les réseaux sociaux, comme la Thaïlande par exemple. Fais un Excel, c'est ennuyeux, en prenant tout en compte. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette partie, sur le centre opérationnel avant de passer à la deuxième étape? Cette étape va te permettre d'établir une liste de pays convenables, répondant à tes critères et à tes besoins. L'intérêt est donc d'avoir une liste de plusieurs pays, de plusieurs possibilités. Les critères complémentaires que nous allons voir ensuite venant, quant à eux, réduire cette liste pour faciliter le choix et pour que tu aies une vision d'ensemble. On va prendre une liste et on ne va pas de suite éliminer le choix, même si l'activité, dans certains pays, va éliminer le choix. Si on prend l'exemple de cette liste en partant du principe que tu es web entrepreneur. Quand je dis web entrepreneur, c'est que tu vas avoir besoin d'avoir accès à des infrastructures qui te permettent de monter ton activité. C'est-à-dire les processeurs de paiement, c'est-à-dire les enregistrements à la TVA aisés, ça veut dire également les encaissements, les décaissements, donc tout ça. Si on prend les juridictions en les classant par activité, qualité de vie et impôt, l'activité étant l'activité de web entrepreneur. Si on prend la principauté d'Andorre, d'un point de vue activité, ce n'est pas l'idéal pour les web entrepreneurs. Par contre, qualité de vie top, niveau fiscal top. Si tu prends Maurice, ben c'est pareil, niveau activité, tu vas avoir accès à aucun processeur de paiement ou à des processeurs de paiement datant de 1980. Quand les mecs vont te faire un virement, tu vas attendre 2 semaines pour qu'il arrive. Donc, c'est important de le préciser. Si tu rajoutes l'Estonie, activité entièrement opérationnelle d'un point de vue entrepreneurial, qualité de vie, la qualité de vie, elle est très bonne. Elle n'est pas faux folle, mais elle n'est pas faux folle dans le sens, disons, ambiance. Mais la qualité de vie, tu es en sécurité, c'est propre, on ne te fait pas chier et tu as accès quasiment à tout. Et les impôts sont très acceptables. Si tu prends Dubaï, ben pareil, activité, qualité de vie, impôts, ça coche toutes les cases. Si tu prends la Thaïlande, l'activité déjà t'est éliminée parce que tu ne peux même pas travailler avec une société thaïlandaise sans avoir 51% de ton capital détenu par un Thaï. Donc l'activité, c'est pas l'idéal. Qualité de vie, c'est top. Impôts, j'ai mis une case verte, j'aurais dû la mettre en orange parce que si tu respectes la législation fiscale et que tu travailles depuis la Thaïlande, tes taxes en Thaïlande, même avec ta LLC, et la fiscalité monte très vite parce que c'est des pays qui sont plus pauvres, donc les taux d'imposition montent excessivement vite pour les gros revenus, qui pour eux sont des gros revenus, mais qui sont de très faibles revenus pour une personne qui s'expatrie. L'Indonésie, l'activité, tu as accès à Stripe, la qualité de vie, elle est excellente, les impôts sont excessivement faibles, quand tu es basé en Indonésie ou à Bali. Quand tu vas au Panama, niveau activité, tu n'as pas accès au processeur de paiement. Qualité de vie, elle est excellente. Impôt, si tu respectes la législation fiscale, c'est bon, mais c'est pas folichon. Et il ne suffit pas d'avoir une LLC. On a déjà fait des vidéos sur ça pour bénéficier de la fiscalité territoriale à partir du moment où l'exploitation est au Panama. En Espagne, activité, oui. Qualité de vie également. Impôt, tu en as un peu moins qu'en France, mais tu en as quand même. Portugal, exactement pareil. Roumanie, tu peux faire toutes les activités. La qualité de vie là-bas, tu vis très bien. C'est safe, plein d'activités, c'est dynamique. Et les impôts sont excessivement faibles. Si tu prends la Géorgie, qui attire également beaucoup de personnes, tu vas avoir des activités, mais tu ne vas pas pouvoir encaisser tes clients. La qualité de vie, elle est excellente. Les impôts sont également excellents, notamment le statut freelance qui te permet d'avoir 1% ou 3% d'impôts. Donc, c'est super intéressant. Donc, quand tu as tout ça, déjà, par rapport à ton activité, ça va éliminer. Si, par exemple, tu étais freelanceur, tu éliminerais tous les pays non européens si la société pour laquelle tu travailles n'acceptera pas que tu factures avec une société non européenne. Acquérir une liberté géographique, maintenant, c'est la deuxième étape. Tu t'expatries pas pour te retrouver dans une prison, pas pour te retrouver à cocher des cases sur un calendrier. Cette liberté géographique, comment tu vas l'acquérir ? Cette liberté géographique, pour pouvoir garder une certaine liberté géographique, tu vas devoir avoir une juridiction aux conditions de résidence fiscale, pas basée uniquement sur un critère temps, ou si elle est basée sur un critère temps, qu'elle soit basée sur un faible critère temps. Si le pays t'impose de passer 6 mois sur place, que tu vas pas que ok pour passer 3-4 mois, que c'est très agréable, mais passer 6 mois, ça peut l'être beaucoup moins.
Si tu passes pas 6 mois et que le pays exige que tu passes 6 mois, tu ne seras pas considéré de résident fiscal. C'est aussi simple que ça. Pourquoi un pays peut t'imposer d'y passer 6 mois? Cela dépend des pays. Généralement, les pays en développement vont t'imposer ce critère temps et uniquement ce critère temps, ce qui est un avantage avec la stratégie N de T qu'on développe dans la V4 du Borderless Entrepreneur d'un point de vue liberté géographique. Mais certains pays vont vouloir que tu y passes du temps pour y dépenser localement, ce qui leur apporte plus que les impôts que tu payes. Si tu gagnes 200 000 euros et que tu es taxé à 3%, tu vas payer 6 000 euros d'impôts. Si tu es sur place et que tu dépenses juste avec la TVA locale, les commerces locaux, tu vas rapporter beaucoup plus que l'impôt sur les sociétés que tu payes et ton impôt personnel. Donc les gens veulent pousser à la présence pour que tu fasses tourner l'économie. Attention également aux conditions de visa. Tu as d'un côté les conditions de résidence fiscale et de l'autre côté, tu as les conditions de visa. Prenons un exemple, si tu prends l'exemple de la principauté d'Andorre, dans les conditions de résidence fiscale, il y a une alternative aux 183 jours sur place. Mais par contre, pour l'obtention et le renouvellement du visa, ils vont vérifier ta présence sur le territoire. Véridique et vécu. C'est-à-dire que limite, ils vont voir tes voisins pour leur demander si tu es là. Ils vont vérifier tes entrées et tes sorties. Donc, ça a une importance également de prendre en compte le visa. D'autres pays, comme la Géorgie, vont, quant à eux, offrir des régimes dérogatoires, notamment pour les personnes ramenant énormément d'argent pour les high net worth individuals, et réduire le délai de présence. Par exemple, si tu as beaucoup de revenus et que tu es intéressant pour la Géorgie et que tu vas leur amener de l'argent, ils vont te permettre de ne pas avoir à passer 180 jours à partir du moment où tu as le high net worth individual. Par contre, il faut faire une application, il faut la demander et il faut que ça soit octroyé. Ce n'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques. Également, si on prend l'exemple de l'Estonie, pour faire une demande de nationalité pour ceux qui veulent les deuxièmes passeports et tout, et ça, vérifier ça, il faut avoir passé 5 ans ou peut-être un peu plus, je n'ai pas vérifié, mais il faut avoir passé plus de 183 jours par an sur ces 5 années. Donc, d'un côté, ils ne t'imposent pas pour être résident fiscal ce temps de présence, mais pour obtenir certains avantages, comme le passeport, comme la résidence permanente ou des choses comme ça, ils vont t'imposer un temps sur place. Si on conclut sur cette partie de liberté géographique, deuxième partie pour déterminer ton pays de résidence fiscale, il va falloir une résidence fiscale et un pays qui te permettent une certaine liberté géographique tout en sécurisant ta situation. Donc, un ensemble de critères qui va affiner ta liste précédente et rendre le choix plus simple en éliminant, selon ton besoin, des possibilités. Si on reprend la même liste pour les web entrepreneurs, si on prend Andorre, liberté géographique, ben, on ne peut pas l'avoir. Si tu prends Maurice, liberté géographique, tu ne peux pas l'avoir. Si tu prends l'Estonie, la liberté géographique, tu peux l'avoir. Dubaï, tu peux avoir la liberté géographique, mais 90 jours sont très particuliers et la résidence fiscale dubaïote est très fragile. C'est une particularité à Dubaï. On a fait un short en début de semaine sur ça. La Thaïlande, liberté géographique, tu ne vas pas l'avoir. L'Indonésie, tu ne vas pas l'avoir. Le Panama, tu ne vas pas l'avoir. Le Panama, pour être résident fiscal au Panama, il faut passer plus de 180 jours au Panama et avoir des revenus de source panaméenne. C'est cumulatif les deux. Espagne, ben, tu vas avoir cette liberté géographique. Roumanie, Portugal, pareil. Roumanie, qui est la juridiction H2, tu vas avoir cette liberté géographique et avec une sécurité additionnelle puisque tu vas demander aux services fiscaux si tu restes bien résident fiscal. Donc ça te rajoute une sécurité. Et la Géorgie, tu ne vas pas avoir cette liberté géographique sauf si tu as le statut HNWI. Donc, ça va permettre de réduire par rapport à tes besoins. L'aspect, troisième et selon moi plus important aspect, l'aspect capitalisation. Qu'est-ce que je veux dire par l'aspect capitalisation ? Maintenant que tu as réduit ta liste, il va falloir que tu regardes un autre élément important. Enfin, le capital, selon moi, est vital si tu ne veux pas tapiner jusqu'à 90 ans et faire des vidéos et des shorts sur YouTube. Il va falloir avoir la possibilité de capitaliser. En capitalisant, au travers de ton activité qui génère du cash, tu vas te créer des options à terme que tu pourras exercer ou pas. Il va falloir avoir la possibilité de réinvestir, avoir accès à du financement pour faire un effet de levier sur tes cash flows, sur les revenus de ton business,
les transformer en actifs pour ensuite être libre. Tu n'es pas libre quand tu dois faire du contenu en permanence. Et même si tu es sur une plage à Bali, tu es libre quand tu as un capital qui te ramène un rendement. Le rendement du capital, c'est ça, être rentier. Et que tu n'as pas besoin de bosser pour avoir ce rendement de capital. Toutes les personnes qui se disent riches sur Internet et qui te font des webinars le dimanche soir, qui te font des shorts tous les jours, c'est pas la liberté. Si, je peux te garantir, s'ils avaient un revenu suffisant, je pense que ça fait longtemps qu'ils auraient réduit la voilure. Ils pourraient continuer par passion, mais ils ne le font pas par passion, ils le font par obligation. Et la problématique de l'expatriation, c'est que lorsqu'on s'expatrie, on considère que l'étranger, que les pays à l'étranger, c'est la France ou la Belgique ou tous ces pays, sans les inconvénients, mais avec les avantages qu'on a. Et on oublie et on sous-pondère les avantages quelquefois. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le proverbe que vous connaissez tous, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Or, ce n'est pas forcément le cas. Et l'impact que cela va avoir sur ton choix d'expatriation, généralement, quand tu vas devenir résident d'un pays, tu vas être en mesure d'y investir si tu es résident fiscal et notamment, tu vas avoir accès aux financements locaux dans de bien meilleures conditions qu'un non-résident. Mais attention, ce n'est pas vrai dans tous les pays. Par exemple, en Estonie, tu as besoin d'être résident permanent 5 ans. D'ailleurs, on le voit avec les personnes qui partagent leur investissement en Estonie, qui se présentent comme des multimillionnaires Internet et qui t'expliquent, ça fait 5 ans qu'ils y sont, mais ils ont acheté tout cash. Lorsque tu achètes 1 million en cash, si tu te sers du million pour faire de l'apport, tu es à 10 millions déjà. Donc, c'est important de le préciser. En Estonie, tu as un statut de résident temporaire comme si tu venais hors Union européenne, ce qui est entièrement scandaleux et juridiquement illégal. C'est que tu ne vas pas pouvoir investir à titre perso sur les 5 premières années. En Roumanie, c'est exactement pareil. C'est non-Schengen. Tu vas être obligé de passer par ta société, mais pour les garanties, ça peut poser un problème. À l'île Maurice, cela matche avec la durée de ton visa. Donc, si tu as un visa de 10 ans, tu ne pourras pas emprunter sur plus de 10 ans. Tu vas être obligé de mettre en place également une structure sur place. Donc, la structure sur place qui te permet de ne pas encaisser, il va falloir la structurer intelligemment avec ta LLC pour avoir accès aux financements locaux. Parce que ce n'est pas sur les revenus de ta LLC qu'on te permettra de réinvestir tes profits. Et il faut également raisonner en opportunité de marché. Le fait de s'expatrier, comme je l'ai dit, va t'offrir la possibilité et t'ouvrir des possibilités de diversifier ton patrimoine et de le bâtir à l'étranger et de profiter pleinement. Par exemple, et ça, c'est l'avantage Internet, c'est que vous voyez le partage d'expériences des autres personnes. Vous avez pu avoir l'exemple de Budapest, qui était une destination très à la mode. Tout le monde y a investi. Même Christopher Van Gen a investi à Budapest. Ils étaient tous expatriés, non résidents de Budapest. Et même des personnes qui ont acheté plein d'appartements à Budapest, des infopreneurs. Mais tous les appartements qu'ils ont payés, ils ont été obligés de les payer cash. S'ils avaient été résidents, ils auraient un parc 5 à 7 fois plus gros et donc ils auraient capitalisé 5 à 7 fois plus. Surtout qu'ils vendent le rendement. Donc le rendement, ça aurait largement financé les opérations. Et leur plus-value n'aurait pas été sur 100 000 euros, ils auraient été sur 1 million d'euros. Certes, tu payes du crédit, mais par contre, ta plus-value, quand tu fais 20% sur 1 million d'euros, je préfère faire 20% sur 1 million d'euros que faire 50% sur 35 000 euros. Ou même 100% sur 35 000 euros. Donc, pensez à avoir l'image globale. L'importance de l'environnement va être qu'il va falloir que cela soit favorable pour y investir. Semaine dernière, j'étais avec un client du Panama qui t'explique que tu peux emprunter au Panama, tu as accès à la résidence permanente, c'est-à-dire que tu n'es pas sur un statut temporaire, que les banques te prêtent, mais par contre, le marché n'est pas du tout idéal pour y investir. Énormément de logements vides, la dégradation au travers du non-entretien des immeubles, c'est qu'un immeuble qui a 5 ans, tu as l'impression qu'il a 25 ans. L'offre est énorme par rapport à la demande. Tu regardes la nuit, c'est l'effet Monaco, c'est que tu as plein de tours, mais elles sont entièrement noires. Donc, il faut y tenir compte. Si tu es dans un pays où, certes, tu vas avoir accès à ce financement, mais que tu n'as nulle part où y investir, si demain, tu as accès au financement en Corée du Nord, ça ne va pas favoriser ta capitalisation. Donc, cela va également impacter ton choix au travers de l'ambition que tu as, en sachant qu'ensuite, une fois le patrimoine constitué, financé
et qui tourne, tu n'as plus besoin de rester dans le pays. Tu peux aller vivre où tu veux, y compris dans des juridictions, centres de loisirs ou lifestyle. Comment conclure sur cette partie capitalisation? La possibilité de capitaliser va être la différence entre la liberté totale et le goulag, le travail forcé qui t'obligera à bosser en permanence. On ne s'enrichit pas suffisamment vite en économisant seulement de l'impôt. Il faut allouer cette économie d'impôt et la shooter à l'effet de levier au minimum. Imagine, tu gagnes 10 000 balles par mois net d'impôt, 0% d'impôt, par rapport à la France, qui est l'enfer fiscal. Si tu gagnes 10 000, il va te rester 5 000 après les impôts. Donc, tu vas économiser 5 000 euros au maximum, puisque tu ne payeras pas d'impôts dans l'autre pays. Donc, ton économie fiscale est de 5 000 euros. Il va te falloir 41 années d'épargne pour mettre de côté 2,5 millions d'euros, que tu pourras ensuite placer à 5% pour avoir 120 000 euros de revenus passifs. 41 années. Alors oui, on pourrait rajouter les intérêts composés, mais même les intérêts composés, ça va te faire gagner quelques années, pour autant que le marché ne se casse pas la gueule. Donc, important de le préciser. Donc, 41 ans de revenus non-stop réguliers à toujours faire le même chiffre non-stop. Tandis qu'avec une bonne stratégie, tu peux générer le triple. On était sur une simulation, on était à 340 000 de mémoire au Excel. Hein. Ça veut dire pas au Excel et simulation bancaire et sur les chiffres de la juridiction. Donc, dont 2 tiers en épargne forcée, c'est-à-dire en épargne non disponible. Et on arrivait à cet objectif en 5 ans. Mais on arrivait au même chiffre à peu près, 100 000 euros avec le versement d'excédent de cash flow. Lorsque tu reprends la liste et que tu la mets à jour, si tu prends par exemple l'Estonie, capitalisation, c'est difficile parce qu'il faut être 5 ans sur place, donc tu vas perdre du temps par rapport à d'autres juridictions. L'intérêt, c'est un pays qui se développe et les opportunités sont intéressantes. Si tu prends Dubaï, la capitalisation, ça va être difficile à 2 niveaux. L'accès au financement, mais surtout au fait que Dubaï te pousse à consommer ton économie d'impôt. Tu consommes plus en lifestyle et en train de vie que l'économie, que l'impôt que tu ne payes pas. Au moins, tu en profites, tu me diras. Mais pour créer un capital, ce n'est pas l'idéal. Dubaï, c'est bien d'y arriver quand tu as 10 millions de capital. L'Indonésie, pareil, pour avoir accès à la capitalisation, ça va être un impact. Alors que tu as un intérêt d'y investir et que c'est très, très porteur. Le Panama, alors, tu as accès à la capitalisation, mais par contre, tu n'as pas d'intérêt de capitaliser là-bas. Espagne, c'est pareil. Tu peux investir et tu as un intérêt. Portugal, comme l'Espagne. Roumanie, capitalisation, tu as le petit frein. Si tu le fais en nom propre, il va te falloir 5 ans de résidence. Si tu le fais en société, ça va être 2 ans. H1, je n'avais pas évoqué, tu peux capitaliser à titre perso au bout de 6 mois. Et d'après ce que nous a dit un membre qui est expatrié là-bas, qui est Émile, qui s'occupe du Discord justement, il est allé voir sa banque, il a posé la question, la banque lui a dit « Nous, on vous finance dès la fin du premier bilan. » Mais tu n'as pas besoin d'attendre 3 bilans. Donc, et tu as également un intérêt patrimonial de le faire. À H3, c'est pareil. Le contenu que tu dois voir, parce que cette vidéo va être relativement longue, j'espère qu'elle aura pu t'apporter de la valeur, mais ce que tu dois voir absolument, la première vidéo que je te conseille à voir, c'est le comparatif des meilleures expatriations d'un point de vue capitaliste. On va y passer de nombreux pays à la moulinette et on va les comparer avec notamment le net in the pocket, c'est-à-dire l'imposition effective et les différents avantages des juridictions. Tu as le lien en haut à droite et également dans la description. Et la deuxième vidéo que tu peux voir, c'est un vlog en déplacement. C'est expatriation en Andorre. Pourquoi c'est un mauvais choix? Et en fait, on va voir tout ce que je t'ai expliqué dans la vidéo d'un point de vue business. Je te parle de l'expatriation en principauté d'Andorre en tant qu'entrepreneur, je tiens à le préciser, pas en tant que rentier ou trader. Et ce que personne ne va te dire. J'ai échangé avec des entrepreneurs, pas plus tard que la semaine dernière, qui étaient expatriés en Andorre et qui m'ont dit que c'était encore pire aujourd'hui que ce que je disais dans la vidéo et que c'est exactement pour ça qu'ils sont à peine restés 1 an là-bas avec le coût de l'expatriation là-bas. Donc, vidéo très importante à regarder pour se faire une idée.
Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte donc. Tu le sais, je vais conclure sur cette vidéo. Tu as maintenant 3 étapes simples pour définir ton pays d'expatriation par rapport à tes besoins. Et pas seulement réduire la charge fiscale ou partir dans un pays parce que ça a l'air cool, sur YouTube. Mais également te servir de cette expatriation pour augmenter ta liberté en créant un capital. Retiens que ton business n'est pas éternel. Un business physique, les durées ont diminué ces 10 dernières années. L'espérance de vie d'un business à Internet, il est quoi? Il est moins de 5 ans. En sachant que bien structuré avec des bonnes stratégies, tu vas pouvoir profiter du meilleur des deux mondes. Et ça, c'est très important de le savoir. C'est ce que va te permettre la stratégie. Si tu investis dans ta stratégie et que tu investis dans ton capital humain, tu vas pouvoir multiplier les possibilités. Si tu souhaites gagner du temps et avoir la bonne information, la bonne stratégie, tu peux rejoindre Borderless Entrepreneur qui, dans sa V4, va multiplier encore plus les possibilités au travers des parties stratégiques et des parties bancaires. Mais par contre, tu peux aujourd'hui, au travers de ce classement, décider toi-même quel est le meilleur pays pour toi. N'hésite pas à le partager également. Si tu as plusieurs listes de pays, à les partager dans les commentaires. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao.